Bienvenue dans le monde merveilleux du Bar des Sciences, organisé par les petits débrouillards au Fab Lab La Verrière. Merci le Fab Lab La Verrière de nous accueillir. Si Laura est pas loin, merci Laura de nous accueillir. Est-ce que tu veux nous dire deux mots du Fab Lab? Quel est ce magnifique lieu qui nous accueille? Bienvenue à toutes et à tous. Donc vous êtes ici au Fab Lab La Verrière. Il a été écrit par l'association La Fabrique de l'Espoir, portée par la ville de Montreuil et ici Montreuil, un projet d'artisans. Et il y a les petits débrouillards qui sont aussi au bureau. D'où notre partenariat ici aujourd'hui. Un peu forcé donc, un peu forcé, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas d'anecdote, on n'a pas fait de conférence. Nous, on fait des ateliers vraiment de fabrication, on apprend par le faire. Et là, ça donne une autre dimension à nos activités. Donc on est très contents, c'est très pertinent. Et pour l'anecdote, la salle a été refaite juste pour l'occasion, elle est toute blanche pour vous. Ah, merci. Bravo. Merci Laura. Donc bienvenue à vous, bienvenue aux intervenants. Fab Lab dédié aux réseaux sociaux. Réseaux sociaux fabriquent nos opinions. Juste à votre avis, quels sont les marqueurs forts? Qu'est-ce qu'un réseau social aujourd'hui? Quelle différence entre ce qu'on appelle réseau social et les petites annonces du cœur dans le journal Libération, qui malheureusement n'existe plus? Le courrier du cœur. Le courrier du cœur de Libération. Oui, je t'ai croisé dans le métro à 5h05. Alors, quelle différence forte entre ce qu'on appelle réseau social et le courrier du cœur? Il y a des interactions directement entre les gens. Ok, des interactions directement entre les gens. Est-ce qu'on a d'autres choses qui seraient une caractéristique forte de ce qu'on appelle un réseau social? La création d'une identité virtuelle de la part des utilisateurs. La création d'un profil. Ouais. Un profil, un avatar. Donc chacun va créer un profil. Il y a des interactions entre les gens et L'effort à fournir. l'effort à fournir. Plus d'efforts à fournir d'écrire pour les libérations que de Ça peut être hyper laborieux d'écrire sur un réseau social aussi. Il y en a qui ne font que prendre des photos, mais c'est... Oui. La portée géographique. La portée mondiale, en effet. Voilà, il y a un auditoire beaucoup plus large. D'ailleurs, on n'a pas forcément une visibilité sur l'auditoire. Ça peut être une caractéristique forte. Un des éléments, souvent dans cette histoire-là, dans le réseau social, il y a ce qu'on appelle l'éditorialisation de soi. Je choisis des contenus que je vais mettre dans mon fil. Soit je fais des likes ou des dislikes, ou je commente, ou moi-même je poste. C'est-à-dire que chacun va devenir son propre éditeur. Ça aussi, c'est une caractéristique forte. À moins d'être un aficionados du courrier du cœur, ce n'était pas le cas. Donc, vous avez la question du profil, la question des interactions entre les gens et l'éditorialisation. Et à partir de ces trois choses-là, on commence à définir ce qu'est un réseau social. D'où le premier réseau social utilisé en France, à votre avis? Facebook, Twitter, Facebook, Instagram. YouTube. Et ouais, YouTube, premier réseau social. Et pourquoi? Justement, on retrouve ces caractéristiques. L'éditorialisation, je peux raconter ma vie en enchaînant différentes vidéos. Je peux avoir des likes, avoir des interactions, des échanges. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à voir tous les modes d'emploi. Si vous avez un problème de quoi que ce soit, vous avez un problème pour vous inscrire à Pôle emploi, vous avez un problème pour quoi que ce soit, vous allez trouver des gens sur YouTube qui vous font des vidéos, des tutos de la vie au quotidien. Et avant de passer la parole à nos invités, je voulais juste, parce que c'était la journée de la meuf cette semaine. Wouh! Semaine de la meuf! Vous inviter peut-être à vous inscrire à ce magnifique réseau social sous forme de jeu qui s'appelle mabimbo.com. Et oui, créé en 2007 où, à l'instar des Tamagotchi, on élevait une bimbo, on pouvait lui acheter des animaux, des accoutrements pour qu'elle puisse sortir en boîte et puis rencontrer un mec suffisamment riche pour ne pas avoir à bosser.
Inscrivez-vous, il y a actuellement, j'ai checké il n'y a pas longtemps, il y a 400 bimbos en ligne et il y a plus de 400 000 profils de bimbo. Bimbo.com depuis 2007. Internet, c'est ce qu'on en fait. Je vais passer donc la parole. Je présente rapidement nos trois invités parce qu'ils vont eux aussi énormément, beaucoup plus parler que moi, je vous promets. Nathan Stern, avec une question toute simple, en fait. C'est quoi un réseau social et si aujourd'hui on devait en faire un, comment on ferait? Parce que finalement, ça fait un bout de temps qu'on s'est tapé plein d'histoires. On voit même comment ma bimbo fonctionne. Donc il y a peut-être aujourd'hui ces questions-là. J'ai un trou. Emric, excuse-moi, Emric Henry. Parce qu'une fois que le réseau social existe, qu'on commence à éditer, à raconter un peu sa vie, on peut raconter une version du monde un peu subjective. Donc, cette question de l'émergence des fake news ou des vérités contre vérités, finalement, comment est-ce que le réseau social peut être un nid à construction de l'information? Donc, merci de nous éclairer sur le sujet. Et Ezen sur la quadrature du net. Et là-dessus, c'est l'autre versant, the bright side de la force. Comment est-ce qu'on peut utiliser le réseau social, mais là, dans le cadre d'un plaidoyer. Donc, vous voyez, entre le fake news et le plaidoyer, il y a tous ces outils qui vont dialoguer. Ça vous va à peu près? Ouais. Pour être bien sûr que vous restez bien éveillé, il y aura une session de questions, mais d'abord que vous allez faire entre vous, et après qu'on fera ensemble. D'abord, entre vous, et après, together. OK? Si jusqu'ici, personne ne s'est endormi, à nous de commencer. Si aujourd'hui on devrait fabriquer un réseau social, par où on commencerait? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui était horrible dans les anciens réseaux, qu'est-ce qui était super? Donc c'est moi qui ai l'honneur de commencer. Bonjour, bonsoir à tous. Et donc si jamais vous avez envie de manifester pendant mon intervention un inconfort ou quoi que ce soit, ou un confort, vous n'hésitez pas à vous manifester. Enfin, moi, le sens de ces échanges, c'est cette dimension d'interactivité. Donc moi, je m'appelle effectivement Nathan Stern. Donc ça commence mal parce que je n'ai pas choisi mon prénom ni mon nom, c'est mes parents qui l'ont donné. Donc je me définis par un truc qui m'est assigné. Et il me semble que créer un réseau social, c'est proposer aux gens un territoire dans lequel ils vont pouvoir faire preuve d'un peu plus de souveraineté et se définir, comme tu l'as très bien dit, tisser des liens qui les intéressent de tisser et quelque part se réinventer. Donc, si je devais répondre à ta question, c'est quoi un réseau social et si on voulait en faire un, comment on ferait? D'abord, je m'appuierais sur un nombre spectaculaire de plâtres que j'ai essuyés au fil de ma carrière. C'est un mot un peu excessif, mais depuis 2001, j'essaie de créer des réseaux sociaux qui contribuent à élever le niveau d'empathie mutuelle entre les membres du réseau social. Donc, j'aime utiliser le web comme un moyen de catalyser des rencontres dans le monde physique et des rencontres qui nous transforment, qui nous changent. Donc en 2001, j'ai démarré Peuplade, qui est un réseau social local. Et la plupart des choses que je vais partager avec vous sont issues d'expériences de terrain que j'ai pu faire. Et j'avais un peu le côté chercheur et le côté artisan qui dialoguaient dans toutes mes expériences. Donc ce que je vais vous livrer, c'est un peu le fruit d'une méthodologie que j'ai mise au point au fil des itérations, souvent infructueuse, puisque le taux d'échec quand on veut créer du lien est élevé. Il y a un très faible appétit pour le lien chez Sapiens. Donc c'est comme vouloir vendre des trucs que les gens n'aiment pas tellement en fait, qu'ils disent aimer bien sûr, hein, mais qu'ils n'aiment pas tellement. Donc c'est pour ça aussi que le taux d'échec, et puis c'est peut-être aussi parce que je suis mauvais, tout simplement. Mais j'ai aussi bien sûr dans le tas, vu ma passion, un certain nombre de choses qui ont fonctionné. Je dirais qu'on doit entrer par la gratification qu'on va apporter aux parties prenantes. Donc pour moi, si on se dit tiens, on va créer un réseau social ce soir, ok, quel reward on va procurer aux gens qui feraient l'effort de créer un profil, de divulguer des données personnelles à un éditeur dont ils ne connaissent pas grand-chose. Il faut qu'il y ait une carotte, il faut qu'il y ait un rêve, il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie cet investissement et cette dépense et cette prise de risque. Parce que si ça se trouve, je ne m'en rends pas compte, mais c'est des zémoriens et tous mes copains mélanchonistes vont dire « Ah, tu t'es mis sur mabimbo.com, t'es fou, tu vas plus faire partie du clan. » Donc la question du reward est clé. Et là, il faut très très vite, si on ne veut pas accroître ses chances d'échec, s'émanciper de ce que les gens croient sur eux-mêmes. Les gens croient qu'ils veulent donner du sens,
qui veulent se sentir utiles, qui veulent élever le niveau d'empathie mutuelle. Enfin voilà, ils ont plein de choses tout à fait valorisantes en général. Les gens ne disent pas, moi, mon gros kiff, c'est dominer et puis humilier. Les gens ne disent pas. Pourtant, c'est ce qu'on observe sur Twitter. Une grosse partie des mobilisations, des interventions, en fait, en gros, le sujet, c'est que je suis plus fort que toi, j'ai tout compris, toi t'as rien compris, toi t'es un mauvais, moi je suis un bon. C'est ça, en fait, la plupart des investissements dans la prise de parole. Et je dirais qu'il y a pour moi un second point, après qu'on ait défini un reward honnête, qu'on ne va pas toujours pouvoir d'ailleurs divulguer tellement les gens ne sont pas très à l'aise avec leur propre vérité. Moi, un reward que j'aime bien mobiliser, c'est l'envie de se sentir vivant, par exemple. L'envie de se sentir dans le mouvement, de ne pas juste cocher des cases, accumuler des preuves de réussite ou des signes de validité, mais qu'il se passe un truc, qu'on se sente un peu à nu, un peu authentique. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Donc, on ne peut pas arriver en disant « je vais vous proposer une expérience life-changing où vous allez vraiment être dans une authenticité à laquelle vous n'êtes pas habitué parce que souvent on joue des rôles, on ne se connaît pas assez de ça. Donc ça, c'est le côté reward. Ensuite, il y a une dimension de définition des contributions que les gens sont prêts à apporter, puisqu'un réseau social vit de l'énergie que déploient ses membres. Et on ne peut pas tout demander à n'importe qui. Donc il faut déterminer ce que les gens ont envie de faire, envie de donner. Et là, en fait, évidemment, il faut beaucoup d'empirisme, de pragmatisme, puisqu'on ne peut pas décider unilatéralement que vous allez ce soir chanter avec moi. Vous n'êtes pas venu pour ça, et donc, si c'est la contribution que je sollicite, je vais passer un mauvais moment. Donc, je vais vous proposer de chanter avec moi maintenant. Non, c'est pas vrai. Et du coup, la question des contributions, elle est telle qu'elle doit être définie avec en tête que chaque contribution doit aider le réseau social à grandir. Donc un réseau social, c'est au fond une forme de clan, une forme de secte, une forme de groupe, de collectif, dont les membres doivent avoir à cœur, si on veut que le groupe survive, quelque part d'apporter des petites pierres à un édifice qui est intéressant pour le collectif lui-même. Donc sur tous les réseaux sociaux, on va dire aux gens, par exemple, postez, ou liker, ou commenter, créer votre profil, inviter vos copains. Toutes ces invitations, toutes ces injonctions, elles vont contribuer à l'essor du réseau social. Donc c'est souvent en fait parce qu'il y a des contenus, parce qu'il y a des likes, parce qu'il y a des commentaires que le réseau social va se déployer et vivre et prospérer. Et donc le choix des contributions, il est clé. Et là encore, les gens en fait ne savent pas tellement ce dont ils ont envie. C'est très dur en fait de savoir, moi le premier, ce dont on a envie. Donc là aussi c'est beaucoup sur un mode empiriste et pragmatique qu'on peut déterminer les vraies contributions que chacun peut apporter. C'est très très proche du fonctionnement d'une association. Oui, c'est très proche du fonctionnement d'une association ou du marketing en fait. C'est-à-dire que si tu vends un yaourt, tu dois dire voilà, moi, ce yaourt va vous apporter un sentiment de purification parce qu'il est tout blanc. On ne va pas mettre le zoom sur les vaches dans les étables, on va mettre le zoom sur le côté cristallin, la glace, etc. C'est vrai qu'il a un prix, 2,80 €, il y en a un moins cher, mais pourquoi nous plutôt qu'un autre? Parce que, voilà. Et donc la contribution qu'on va attendre dans un supermarché, ça va être l'argent et la confiance qu'on donne à ce produit. Et donc pour moi, c'est plus le marketing quelque part. Et ce marketing, en fait, c'est juste la discipline qui est née d'un effort un peu méthodique pour promouvoir des offres, des services ou des produits. Mais on a oublié souvent, quand on est dans le social, que comme on parle beaucoup de valeurs, de vision, on parle beaucoup de choses qui sont inspirantes, on croit que en fait, ces choses-là sont réelles et qu'elles sont motrices. Mais moi, je peux vraiment dire avec pas mal de confiance en moi, le désir de lien, il n'y a pas. Rien n'a jamais été sous-tendu par un désir de lien. Il y a un désir de rencontre, très fort chez les célibataires, et en particulier en soirée, quand ils sortent du boulot, s'ils ont un boulot. Il y a un désir de statut. Ça, c'est indéniable, on peut le démontrer. Il y a un désir d'appartenance. Il y a un désir de validation sociale. Un désir de lien, j'ai pas vu. Et pourtant, c'est
une forme d'horizon indépassable dans l'économie sociale et solidaire, dans beaucoup de territoires dans lesquels je travaille, le vivre ensemble. On a l'impression qu'il y a une demande pour ça. Mais nous, en fait, je pense qu'il y a une demande pour plein d'autres choses. Et quand on a quelque part confondu notre rêve, nos valeurs avec les leviers d'engagement, on se complique beaucoup la vie. C'est pour ça qu'il faut faire preuve, à mon sens, de beaucoup de pragmatisme et de liberté d'esprit, puisque la plupart des mots qu'on utilise en fait quand on veut faire du réseau social, quand on veut faire quelque chose de bien, sont des mots qui sont eux-mêmes porteurs d'idéologies qui vont nous dégrader nos chances de succès. Mais dans ce que tu décris, oui. Tu décris comment les individus utilisent le réseau social. Oui. Mais la relation, elle n'est pas équitable, parce qu'il y a un tiers caché dans l'ombre, qui est l'algorithme, qui est construit par ce que les créateurs ont imaginé mettre dedans. Quand je m'inscris sur Tinder, on me propose des meufs qui ont moins d'argent que moi, parce que l'algorithme est construit comme ça. L'algorithme pré-organise ton environnement social. Donc, il n'y a pas que cette dualité. Absolument. Dès qu'on a suffisamment de contenu pour s'offrir le luxe de ne pas montrer tout ce qu'on a, mais de structurer ce contenu en mettant en avant ceux qui sont le plus susceptibles de créer de l'engagement, on se retrouve avec un problème. C'est les critères de mise en avant. Donc, sur Peuplade, pour que ce soit concret, j'avais au départ défini que quand on allait sur la page d'accueil, on voyait les événements à proximité, c'était à l'échelle de Paris au départ, enfin pas au départ, mais à ce moment-là, les événements qui étaient les plus courus. Donc on ne mettait pas en avant les trucs mal fichus, avec des fautes d'orthographe, où personne ne s'était inscrit, on mettait en avant les best-sellers. On s'est retrouvé avec des méga teufs à 150 inscrits, et j'étais dégoûté parce que je me disais, mais moi j'ai pas fait ça pour qu'on se retrouve avec des gens de trucs d'usine comme ça, où on arrive, on connaît personne, c'est plus vraiment local. Moi je veux être un réseau social de quartier. Donc avec l'informaticien qui travaille avec moi, j'ai retravaillé l'algorithme qui sélectionne les contenus. J'ai dit non, maintenant on va prendre la localisation très fine de la personne qui est en train d'observer le contenu et on va donner un poids très fort à cette localisation. Et même s'il n'y a que 3 personnes dans l'événement qui a lieu, mais que cet événement est tout près de chez lui, eh ben c'est cet événement qu'on va mettre en avant. Et non seulement on va le mettre en avant, mais on va le highlighter avec des petites mentions qui attirent le regard pour dire il est nouveau, il est tout près. On va vraiment tout faire pour que les gens aient le désir de participer à une vie sociale toute proche. Et c'est fascinant parce qu'on change la formule de mise en avant et dans les 24 heures, la nature de la vie sociale induite par ce réseau social est totalement bouleversée. C'est fini les trucs à 150 inscrits, on n'a que des trucs à 10, 12, 3, 7 inscrits et moi je me sens évidemment bien mieux. Donc tu as raison, il y a une énorme, un énorme impact des choix éditoriaux. Qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on bannit, qu'est-ce qu'on modère, qu'est-ce qu'on promeut. C'est pas du tout neutre, ça porte toujours une vision, une certaine idéologie. Moi, je sais que quand j'avais par exemple des événements où la vulnérabilité pouvait s'exprimer, où on allait pouvoir dire je suis imparfait, j'ai pas tout réussi, j'ai pas fait ce que je voulais, je suis pas celui que je voudrais être. Des événements où quelque part, un peu comme dans les groupes de parole, on a le droit de ne pas être l'image rêvée de soi-même. Moi, j'avais une fonction un peu coup de cœur. Tout d'un coup, ils avaient arbitrairement le droit de remonter très très haut versus des rencontres, genre on apprend à faire du roller ensemble. Enfin, dès que c'était apprendre, je promouvais. Mais ça pouvait être aussi, on va faire une course en roller. Bon, ça m'intéressait moins que on galère à trouver du boulot. Ah ouais, ben là, dès que je voyais des choses passer comme ça, je me disais un peu plus de vérité. Puisque pour moi, le réseau social, c'est quand même aujourd'hui une machine à fabriquer du fake, de l'inauthenticité, de la mise en scène de soi. Et il y a une forme de fascination des éditeurs de plateformes pour leur emprise sur notre vie. Et c'est vrai que dès qu'on choisit comme critère quand on fait de l'A/B testing, par exemple, si on veut c'est quoi A/B testing? On va présenter un peu aléatoirement à 2 populations homogènes une piste A et une piste B pour savoir laquelle est la meilleure. Donc je pourrais par exemple créer un réseau social qui
qui aurait comme consigne « Venez, élevons le niveau d'entraide entre nous ». Et bon, je mesurerai combien les gens se valident et ont envie d'aller plus loin, versus il y en a marre de l'individualisme. Et donc on pourrait très rapidement tirer des enseignements. Et en fait, les réseaux sociaux qu'on connaît sont des réseaux sociaux qui sont vraiment des gloutons. Ils veulent croître, ils veulent se développer, ils veulent qu'on passe le plus d'heures possible. Et donc, ce qu'ils sont, c'est l'effet aussi de leur modèle économique qui est maximiser le temps passé. Et moi, sur Peuplade, typiquement, j'avais comme modèle de privilégier ce qui allait accroître la probabilité que les gens se retrouvent dans le monde physique. Et donc, le but, c'était qu'ils passent le moins de temps possible en ligne et qu'ils en passent le plus de temps possible dans les squares et les cafés. Et en fait, c'est pas neutre du tout la question du modèle économique. Et peut-être je vais terminer là-dessus parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Ce que les gens, le nerf de la guerre, c'est toujours le modèle économique. Donc, quand on regarde un modèle économique d'un acteur qui vit de la publicité, on comprend que sa raison d'être, au fond, c'est toujours de maintenir le plus de gens possible, le plus longtemps possible, face à leur téléphone. Et en fait, le procédé pour parvenir à ce degré d'engagement, c'est d'aller chercher les trucs les plus dark, qui sont les plus puissants, et qui sont voilà, le statut, le plaisir de dominer, le plaisir du barbecue, communier autour de la mise à mort et la grillade d'un ennemi, d'un adversaire ou d'un inférieur qu'on va pouvoir manger, etc. Et donc toutes ces mises à mort, tous ces lynchages, c'est vraiment un des trucs qui marche le mieux. Et c'est pour ça que je considère que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une toxicité sociale très forte. Je ne sais pas si on peut vraiment démontrer qu'ils ont apporté de la confiance, de la compréhension mutuelle, de la bienveillance et de l'écoute. La plupart du temps, ils ont apporté de la mise en scène de soi, des selfies et une forme de disposition à se centrer sur soi-même, sa propre valeur, sa propre vertu et pas tellement sur autre chose. Waouh. Ah, ça tabasse fort. On peut avoir une pensée pour tous les gens qui sont morts pour avoir tenté d'avoir le meilleur selfie. On est à 200 ou 300 personnes chaque année. On peut aussi avoir une pensée aux ateliers Pôle emploi, dont le titre, j'adore, améliorer votre CV pour plaire à l'algorithme de LinkedIn. Donc, comment avoir un CV qui puisse être compris par un algorithme de recherche d'emploi qui a été fabriqué par des chercheurs d'emploi. En fait, voilà, on est sur ces moments merveilleux et aussi, en effet, pas mal de recherches aujourd'hui qui montrent que le réseau social va, comme tu le dis, chercher ce qu'il y a de plus fort en nous. Donc, comment est-ce qu'on se radicalise? Radicalisons-nous. Eh bien, on va continuer dans la noirceur. Un tout petit complément. Bien sûr que sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, il y a toujours moyen de faire des trucs fabuleux. Et il y a des tas de groupes, de profils, il y a des gens dont ça a sauvé la vie. Donc, il y a évidemment et heureusement des tas de choses magnifiques qui poussent là-dessus. Mais dès lors qu'on a quelqu'un qui se dit « moi, mon job, c'est de faire que les gens restent, pas spécialement s'épanouissent, pas comprennent, pas soient lucides, juste ils restent », bon, bah, ça a des impacts. Voilà. Merci. Alors, génial. Alors, moi, j'étais censé avoir le rôle de celui qui parle des choses un peu plus déprimantes sur les réseaux sociaux, mais on vient de me le voler. Mais je vais quand même essayer de poursuivre sur cette ligne et peut-être à la fin, du coup, faire l'inverse et avoir un petit message peut-être d'espoir. Donc, moi, j'ai une approche très différente. Donc, moi, je suis chercheur, enseignant-chercheur, et j'étudie la circulation des fausses nouvelles. Il est mis en place de régulations qui peuvent limiter cette circulation. Déjà, il y a eu un florilège, une création de plein de terminologies autour de ça. On parle de fake news, d'infox, il y a des politiciens qui ont inventé le terme fait alternatif. Donc on a une créativité incroyable pour définir la désinformation. C'est pas bon le son? C'est bon. Et pourtant, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur à quel point ces fake news, on va l'appeler ces infox, ont influencé des campagnes électorales ou ont mené à des effets dramatiques. Donc il y a des gens qui pensent que, par exemple,
le Brexit en Angleterre a été déterminé a été en partie déterminé par la circulation de fake news, que l'élection de Trump. Il y en a qui pensent qu'en fait c'est minuscule, c'est quelques pourcentages de choses qui circulent. Mais il y a quand même un consensus pour dire qu'il y a une circulation qui est spécialement virale de ces fausses informations et pas mal d'études qui montrent qu'en fait qu'elles circulent beaucoup plus vite que les informations qui sont vraies. Donc dans ce contexte, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table. L'une d'entre elles, bien sûr, c'est l'éducation aux médias. Ça, j'y reviendrai peut-être à la fin, peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus, je pense que c'est une question importante. La deuxième, c'était l'outil juridique, mais ça, personne n'y croit, parce que, il y a déjà un arsenal juridique qui existe avec la loi de protection les lois qui régissent la presse, la liberté de parole et la presse. Et en fait, il n'y a pas besoin de nouvel arsenal, parce que l'arsenal juridique n'est pas bien adapté pour vraiment combattre les fausses informations. Et troisième voie, c'est la correction des fausses informations sur les réseaux sociaux et sur Internet, avec le travail de fact-checking et de correction par des individus ou des entités des fausses informations. Et c'est ça sur quoi je travaille, c'est pour regarder quel est l'impact de ce fact-checking, qu'est-ce que ça fait en réalité, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et donc on étudie ça en collaboration avec des groupes de fact-checking. Donc, il y a eu une évolution, en fait, le fact-checking, c'est assez impressionnant, parce que c'était parti, en fait, c'était des petits groupes, pas mal d'ONG, en fait, des petites structures qui vérifiaient les infos. Et il y en a qui étaient spécialisés sur le climat, qui avaient plutôt thématiques. Après, c'est passé dans les plus gros médias. Et maintenant, ça devient quelque chose d'un peu industriel. En fait, Facebook, par exemple, ne fait pas sa vérification elle-même, mais elle passe des contrats avec des médias. Donc, ils ont 5 médias partenaires en France. Et ils les payent pour la réalisation de vérification. Donc, tous les jours, ces médias ont accès au fil Facebook. L'algorithme a détecté des choses qui étaient suspectes. Ces médias reçoivent ce fil, ils vont choisir celles qu'ils vont vérifier, et ils vont réaliser les fact-checks, ils vont être payés pour les fact-checks qu'ils réalisent par Facebook. Comme ça, Facebook se lave les mains et dit « Nous, on vérifie. Nous, on n'est pas là en train de censurer. On délègue ça, mais par contre, on est très actifs et on fait beaucoup de choses. » Dans le mécanisme que tu viens de dire, je reprends juste l'équipe Facebook décide des articles qui ont un contenu à vérifier. Alors, ils ont un algorithme qui est basé sur l'origine du post, sur le contenu, etc., qui fait mais en fait, pour le coup, ils détectent plus large que c'est un filet extrêmement large, c'est-à-dire qu'ils vont ramener un peu n'importe quoi. Donc il n'y a pas vraiment de censure à ce niveau-là. Ils envoient un gros fil d'informations qui est détecté comme un peu suspect. Et donc nous, ce qu'on essaie d'étudier, c'est de voir quel est l'impact. Est-ce que le fact-checking, ça marche? Est-ce que ça a un impact? Et par la suite, on aimerait faire des propositions pour qu'est-ce qui pourrait diminuer la circulation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc ce qu'on a fait, c'est dans la précédente campagne présidentielle, on a pris un grand panel de personnes et on leur a présenté à un groupe, ils n'ont rien vu du tout. Un groupe a vu des fausses déclarations sur l'immigration qui venaient de Marine Le Pen. Un groupe a vu ces mêmes affirmations suivies de fact-checking. Et un troisième groupe n'a vu que les vérifications. Donc, quel genre et on a par la suite, bien plus tard, on a essayé de mesurer leurs intentions de vote et de voir quelles étaient leurs intentions de vote pour l'élection présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi des déclarations qui avaient toutes la même structure, c'est-à-dire ils utilisent un faux chiffre, mais le faux chiffre est juste là pour motiver un argumentaire. Donc, un bon exemple, c'est un argumentaire classique de l'extrême droite qui est de dire il y a un gros pourcentage d'hommes parmi les migrants. Et s'il y a beaucoup d'hommes, ça veut forcément dire qu'ils viennent pour des raisons économiques. Parce que s'ils étaient en train de fuir la guerre, ils ne laisseraient pas leur famille derrière. Et donc là, il dit, voilà, moi j'ai vu les images, il y a 99% d'hommes, donc il n'y a que des hommes, et donc il ne faut pas accueillir les migrants parce qu'ils viennent pour des raisons économiques pas sécuritaires. Et donc ce que font les fact-checkers, c'est qu'ils vont dire, on va vérifier ce pourcentage,
Ils vont dire, bah, en fait, c'est pas du tout 99%. Et en fait, le pourcentage, il est proche de 56%. Donc, voilà le fact-checker. Donc, les gens, ils vont être exposés à la fausse déclaration de Marine Le Pen plus le vrai chiffre. Et en disant, par ailleurs, on n'est pas sûr que le mécanisme soit vraiment vrai. Est-ce que c'est un sens de dire, parce qu'il y a plus d'hommes, ils viennent pour des raisons. Et donc, les gens voient ces deux choses-là. Et donc, quand on compare le groupe qui n'a rien vu et le groupe qui a vu les déclarations de Marine Le Pen, il y a plus 7% d'intention de vote pour Marine Le Pen, alors que c'est mesuré un certain temps après. Donc, l'intention de vote, ça veut dire des gens qui sont très probables ou assez probables de voter pour Marine Le Pen. Donc il y a un effet de ces déclarations, mais c'est sûr que il y en a qui a 3 déclarations, et c'est sûr que c'est des déclarations anxiogènes, c'est des déclarations sur l'immigration dans un contexte électoral. Donc ça a une influence d'être exposé. Si maintenant on regarde le groupe qui a vu les déclarations et qui a après vu le fact-checking, bah là c'est là que c'est pas très drôle, c'est qu'on est à plus 7%. Donc on est exactement pareil. Ça ne change mais absolument rien sur les intentions de vote. Mais par contre, les gens, ils ont bien intégré le chiffre. C'est-à-dire que si on leur demande par la suite, assez longtemps après, quel est le pourcentage d'hommes parmi les migrants, là, ils ont pas retenu le chiffre de Marine Le Pen, ils ont retenu le vrai chiffre. Mais donc, en fait, on peut aller corriger après, mais l'impression sous-jacente qui a été laissée par la déclaration, elle est très très dure à corriger. Et donc, en fait, il y a une partie de l'effet, on a montré qu'une partie de l'effet est due au fait qu'on est en train de réinsister sur la même thématique, qui stresse déjà les gens. Donc le petit effet qu'on a correcteur sur leurs croyances, il est en fait dominé par l'effet de stress et de salience de la question. Et ça, c'est montré parce qu'en fait, si on leur montre juste les vrais chiffres, donc sans parler de Marine Le Pen, on leur dit juste, voilà, même ça augmente un peu les intentions de vote pour Marine Le Pen de quelques pourcents. Donc, en fait, ils reviennent sur les thématiques qui stressent. Donc ça, on était arrivé à ces premiers résultats, et donc ça a été montré dans pas mal d'études différentes. Donc, en fait, le fact-check, aller corriger, aller essayer de pourchasser les gens en disant non, c'est pas le vrai chiffre, en fait, ça n'a pas beaucoup d'effet. Par contre, donc ça, c'est pas très réjouissant. Par contre, ce qu'on a le deuxième pan d'étude, c'est qu'on peut se dire, ça peut quand même avoir des effets sur, même si on n'a pas corrigé les impressions des gens, propension à circuler la nouvelle. Donc, est-ce que si les gens voient que la nouvelle a été fact-checkée et déclarée fausse, est-ce qu'ils vont plus hésiter à la retransmettre? Et là, donc, on a fait une étude un peu dans le même esprit, et d'autres ont fait dans d'autres contextes. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus positif. C'est-à-dire que montrer aux utilisateurs de réseaux sociaux qu'une nouvelle est fausse, alors c'est montrer, ça peut être juste mettre un lien en dessous en disant vous pouvez aller voir ce lien, ou les forcer à lire la vérification. Ça diminue de 45% la circulation, leur probabilité de retransmettre cette information sur leur compte Facebook. Donc là, c'était que des utilisateurs Facebook. Donc ça diminue énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendant de s'ils vont en fait aller voir la vérification ou pas. C'est juste le fait que ça ait été vérifié, ça diminue beaucoup la circulation. Et la deuxième chose qu'on a trouvée dans cette étude, qui nous porte un peu sur la dernière question, qui est qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, parce qu'on ne voulait pas non plus faire circuler trop de fausses nouvelles de notre fait sur Internet, on demandait beaucoup de confirmation. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez transmettre cette info? Et donc, on avait plusieurs clics de retransmission. Et en fait, on a montré que juste demander une confirmation, ça diminue de manière dramatique la retransmission, et beaucoup plus pour les fausses nouvelles que pour les vraies. Donc, en fait, il y a une chose que j'ai essayé depuis d'argumenter, c'est que on pourrait avoir quelque chose qui est de manière technique très facile à mettre en place, c'est demander aux plateformes de juste demander une confirmation. Parce que tout est tellement facile sur les réseaux sociaux qu'on perd, en fait, il n'y a rien dans la vie réelle qui est aussi facile. Même si je devais retransmettre une opinion dans un café, je suis obligé de le redire, je dois faire un effort, et en le redisant, je dois le traiter. Là, j'ai juste à pousser un bouton. Donc, il n'y a rien dans la vie réelle qui est aussi facile. Et demander cette confirmation a beaucoup plus d'effet donc ça diminue, à chaque confirmation, ça diminue de 75% le partage. Et d'autant plus pour les fausses nouvelles par rapport aux vraies nouvelles. Alors bien sûr, c'est quelque chose que les plateformes n'accepteront jamais de faire,
parce que leur modèle, ça a été dit, leur modèle est le modèle de circulation. Mais donc on peut espérer qu'à terme, on pourrait envisager d'avoir un accord entre les plateformes pour essayer de mettre en place ce genre de type d'augmentation du coût du partage. Mais au moins, ça montre qu'au niveau individuel, l'éducation sur le fait de prendre ce temps de réflexion, même s'il n'est pas imposé par la plateforme, le temps de réflexion pour dire est-ce que j'ai vraiment envie de partager cette nouvelle, ça a déjà un impact énorme. Donc au niveau de l'éducation, c'est pas forcément l'éducation à la détection de fausses nouvelles, mais c'est vraiment l'éducation à la réflexion au moment de l'acte de partage des informations. Dans le paysage que tu nous as montré, donc on était vraiment sur la capacité à recevoir l'information, la traiter. Il y a la retransmettre aux autres. Est-ce que vous avez traité la notion de tiers de confiance? À quel moment il y a des personnes à qui je fais vraiment confiance, les 4-5 personnes amis proches, ou une sphère plus grande? Est-ce que ça joue beaucoup? Alors oui, les gens ont montré que ça joue quand même beaucoup, mais vraiment sur des questions de liens individuels, donc des personnes de confiance. Par contre, c'est vrai qu'ils montrent que la validation comme scientifique ou expert d'une question, l'impact sur la confiance en la déclaration a diminué énormément dans les dernières années. C'est-à-dire que tout ce qui est information scientifique, le fait que ce soit validé comme une source scientifique même reconnue, ça a beaucoup moins d'impact que ce que ça n'avait il y a quelques années. Donc il y a des études qui montrent que ça a diminué. Mais donc je pense que quand même il y a quand même, moi j'y vois quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire il y a des petites choses qui peuvent être mises en place, qui sont en fait très faciles techniquement, et qui sont pas, si elles ne sont pas mises en place par les réseaux, peuvent au moins être mises en place au niveau individuel, en termes de réflexion de chaque action, que ce soit un like, un commentaire, une retransmission, toute action qui est tellement facile, avoir ce moment de réflexion. Et je pense qu'au niveau éducatif, c'est peut-être plus important à la limite que d'éduquer sur la détection de ce qui peut être faux ou vrai, ou l'esprit critique. Donc, peut-être m'arrêter là, puis on va continuer dessus. Merci du paysage. Dans cette histoire-là, justement, on se rend compte que la notion de tiers de confiance aussi, enfin, qui est une posture d'autorité, qui est la figure d'autorité, a commencé à bouger. Le scientifique n'est fait plus figure d'autorité. Enfin, moins en moins. De moins en moins. Merci. Si vous n'avez pas vu ce film sur Netflix, jetez-y un œil. On ne sait jamais. Donc, en tout cas, voilà. Donc, le scientifique fait de moins en moins figure d'autorité. Les amis, le cercle proche de confiance de moins en moins. Dans ce paysage-là, comment est-ce qu'on fait pour défendre une opinion, pouvoir la porter, l'échanger et être entendu? Alors, donc, je vais avoir la lourde tâche d'essayer de remonter un peu le moral de tout le monde. Je vais faire mon possible. Donc, pour me présenter, moi je m'appelle Edson, donc contrairement à Nathan, je me présente avec un nom que moi j'ai choisi. Mais donc je suis médiateur scientifique dans le civil et je suis là parce que je suis membre de 2 associations que je vais présenter brièvement. Il y en a une qui s'appelle la Quadrature du Net, ça se voit sur mon t-shirt, qui est une association de plaidoyer citoyens. En gros, notre but c'est d'essayer de faire bouger les choses dans le bon sens. Alors, quel bon sens? Notre association s'est créée au départ suite au débat il y a maintenant une dizaine d'années sur la loi Hadopi, qui était une loi qui visait à fliquer un peu tout le monde sur Internet. On a dit que c'était pas une chouette idée et on a essayé d'aller bouger, d'aller parler aux députés, de leur dire d'essayer de faire un peu mieux. Et puis il se trouve que les manières d'essayer de fliquer les gens ont pas mal changé ces 10 dernières années. Avant c'était sur le droit d'auteur, maintenant c'est plus sur tout un tas d'autres sujets. Donc forcément notre action a changé à ce niveau-là. Mais donc finalement notre objectif c'est toujours le même, c'est de dire que si on veut éviter de se retrouver dans une société totalitaire ou tout ça, c'est pas compliqué. Il faut faire en sorte que les lois qui passent soient un peu moins mauvaises, et quand il y en a des mauvaises qui passent, il faut les attaquer. Mais surtout, il faut qu'on essaie de faire changer les choses au niveau de ce que font les citoyens.
au niveau de ce qu'on fait nous. Parce que finalement, si nos politiques font passer des lois sécuritaires ou tout ça, c'est parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt. Si on est suffisamment nombreux à leur montrer que non, c'est pas dans leur intérêt, ils vont changer d'avis. Donc si on veut que le monde change, il faut qu'on arrive à le faire changer nous-mêmes. Et on a une partie importante de l'activité de la quadrature qui porte là-dessus, et c'est là qu'on va rejoindre le sujet de la discussion, c'est que YouTube, on l'a dit, c'est le plus gros premier média social en France. C'est un truc énorme. Je ne sais plus combien, mais je crois que c'est dans les plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'heures de vidéos mises en ligne chaque jour. S'ils ont envie de faire de la modération humainement en regardant les vidéos, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas assez de monde, c'est absolument infaisable. Donc ils ont besoin d'avoir des algorithmes qui vont aller vérifier les vidéos pour éventuellement les transmettre à des fact-checkers derrière, parce que le taux d'usage de ces sites dépasse totalement l'entendement, dépasse tout ce qui est humainement gérable. Et donc les algorithmes deviennent une nécessité. Il y a une solution relativement simple pour ça, c'est d'arrêter de faire en sorte de mettre toutes les données au même endroit. Si, au lieu de mettre les 600 000 heures auprès de juste l'équipe de YouTube, qui ne peut pas la gérer, on la met auprès de plein de petites plateformes qui ont chacune leurs équipes, et donc qui vont chacune pouvoir regarder une partie de ce qui passe, et là, on a quelque chose qui va pouvoir marcher beaucoup mieux. Et on a des réseaux sociaux qui existent, qui existent actuellement, qui fonctionnent sur un modèle beaucoup plus décentralisé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tout au même endroit, on essaie de faire plein de petits bouts de réseau entre eux et qui se parlent les uns aux autres. Et nous, à la Quadrature du Net, typiquement, on en a un qui s'appelle Mammoth.fr, qui est un genre d'équivalent à Twitter, mais beaucoup plus petit. Mais Qui s'appelle comment? Tu parles très vite. Mammoth.fr. Mais venez pas dessus. Parce que il se trouve qu'on est un des plus connus, on se trouve qu'on est un de ceux sur lesquels il y a déjà le plus de monde, et le but, c'est pas de refaire un Twitter bis. Donc venez pas tous chez nous. Allez chez les copains qui fournissent le même service. C'est qui les copains? Bon, alors je ne pourrais pas tous te les citer de tête, mais donc tu pourras chercher dans ton moteur de recherche préféré qui s'appelle Mastodon, M-A-S-T-O-D-O-N, et tu trouveras plein de fournisseurs de ce truc qui est un équivalent à Twitter, mais au lieu d'être tout au même endroit, c'est plein de petits groupes qui s'échangent entre eux. Et ce mode de fonctionnement, ça marche plutôt pas mal, parce que ça permet de résoudre pas mal de problèmes de comment on prend les décisions de filtrer. Tu parlais je ne sais plus si tu en as parlé là tout de suite ou avant, mais tu parlais de la difficulté à définir ce que c'est qu'une fake news. On ne va pas tous avoir les mêmes critères. Quand les médias qu'on utilise, c'est YouTube, c'est Facebook, etc., on est dépendant des décisions de ces gens-là. Et donc, si on met en place une chasse à la fake news sur Facebook, on est dépendant de comment Facebook définit la fake news. Et ils ne sont pas forcément toujours d'accord avec nous. Et on parlait de leur modèle économique, effectivement super important. Dans l'affaire, leur modèle économique, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible parce qu'ils sont financés par la publicité. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir dans ce modèle. C'est qu'ils sont dépendants des choix des annonceurs publicitaires. Et en plus, c'est des sociétés américaines, donc beaucoup des annonceurs américains n'ont pas forcément les mêmes points de vue sur la société que nous, etc. Et on a déjà remarqué que, par exemple, il y a des modes de contrôle parental, des trucs dans ce genre-là sur YouTube qui essaient de mettre du contenu safe à destination. Si tu as le mot gay dans le titre d'une vidéo, le contenu contrôle parental, tout ça, fait disparaître la vidéo. C'est très problématique la situation, pas tant au niveau de la fake news, au niveau de ce qu'est la vraie ou la fausse information. Ça, ils sont conscients du problème, ils essaient de lutter contre, mais c'est très problématique leur position hégémonique parce que c'est leur vision du monde
qui nous apparaît et qui conditionne la façon dont on conditionne la société. Si tout ce qui est contenu LGBT est juste totalement invisibilisé, bah, c'est une souffrance supplémentaire pour les gens qui sont concernés. C'est des gens qui auraient besoin d'avoir des infos qui ne vont pas forcément y accéder, etc. Donc, le modèle de fonctionnement de ces grosses plateformes est quelque chose de problématique et il y a une solution simple pour ça, c'est de ne pas aller sur ces grandes plateformes et de faire exister autre chose. Et c'est là que je vais parler de la deuxième association, Skepticon, donc, qui est une association de promotion de l'esprit critique. Donc, on milite pour que les gens, pour faire de l'éducation aux médias, pour que les gens puissent vérifier eux-mêmes l'information et savoir ce qu'ils font. Et notre manière de faire, la façon dont l'association est structurée, c'est que on est une association de vidéastes. On a plusieurs comptes de vidéastes dédiés à l'esprit critique, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Par exemple, si vous connaissez Hygiène Mentale, c'est un élément fondateur de notre association. Et comment on a décidé de faire? On est une association de vidéastes, mais qui fournit son propre système de vidéos. Skepticon.fr, vous pouvez y aller. C'est une plateforme de vidéos qui est totalement indépendante de YouTube, et donc qui est totalement indépendante des décisions de YouTube. Et quand une vidéo, par exemple une vidéo de débunkage d'un documentaire moisi est strikée sur YouTube parce que les auteurs du documentaire ont fait une réclamation, chez nous c'est tout à fait légal, donc la vidéo reste en ligne. Et donc on a cette manière de faire qui est très intéressante et qui fonctionne, même si beaucoup moins que les grosses plateformes actuellement, qui est de proposer autre chose, de faire nous-mêmes, prendre nous-mêmes les choses en main pour amener le contenu, pour faire réseau social, pour faire fonctionner les choses indépendamment de ces grosses plateformes qui posent problème. Et ça marche plutôt pas mal. Alors c'est à une échelle un peu limitée, hein. Quand on regarde le nombre de vues que font nos vidéos sur Skepticon, ça se compte en millièmes de ce qu'on fait sur YouTube, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais on a quand même un modèle qui existe, qui amène plein d'informations aux gens, qui permet aux gens de faire la part des choses. Et je pense que c'est vers ce modèle-là que ça pourrait être intéressant d'aller. C'est que je pense qu'on a besoin de mettre en place le plus de choses possibles, où ce soit nous, tous ensemble, là, vous, moi, tout ça, qui ayons le contrôle et pas de déléguer le contrôle à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne parlent jamais et qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Peut-être dans ce que tu présentes là, à nouveau, on perçoit en filigrane que l'algorithme, c'est-à-dire les valeurs qu'ont mis les fondateurs dans la construction du réseau social, est fondamental. Juste l'anecdote qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo se fait virer de YouTube en disant « Attention, elle est complotiste », merci. Elle se fait récupérer sur AirTube, qui est le pendant russe, qui l'héberge et dit « Nous, on est défenseurs de la liberté, venez chez nous ». Donc, à nouveau, on est dans un espace où on va avoir de multiples acteurs, et ce qui nous manque, ce sont les valeurs fondatrices qui créent cet algorithme de présentation de l'information, de suivi. Passer d'une économie de l'attention, rester le plus longtemps, à une économie de la confiance. Je vais là-bas parce que je connais les personnes. C'est ce qu'a tenté AOC. Vous connaissez peut-être ce média AOC qui dit je vous propose des articles plus longs, ils sont payants, mais on est dans une stratégie de la confiance. Là-dessus, dans ton travail peut-être de médiation, qu'est-ce que tu peux dire sur l'accompagnement autour de la compréhension du fonctionnement des algorithmes? Bonne question. Le principe d'un algorithme, c'est quelque chose de relativement simple. Un algorithme, c'est une suite d'instructions. Sauf que il se trouve que quand on a des masses énormes de données à gérer, les instructions qu'on donne à l'algorithme ne sont pas forcément super claires. En gros, on fonctionne surtout avec de l'apprentissage. On lui passe plein de vidéos qui vont bien, plein de vidéos qui ne vont pas. On lui dit, voilà, tu apprends tout seul à te débrouiller pour faire la différence entre les deux.
Et du coup, là où il faut se faire super attention, c'est évidemment quelles sont les données qu'on passe en entrée, parce que c'est ça qui va changer beaucoup de choses. Mais finalement, le point, c'est pas tant qui est l'algorithme. Enfin, c'est important que les gens soient au minimum au courant de comment ça marche. Et c'est une bonne partie de mon parcours militant d'essayer d'expliquer aux gens comment marche ce qu'il y a dans leur machine et comment on peut reprendre le contrôle sur tout ça. Mais c'est cette partie-là qui est la plus importante finalement. Quels sont les détails, quels sont les critères précis qu'utilise l'algorithme de YouTube pour mettre en avant telle ou telle vidéo? On s'en fout. On s'en fiche éperdument. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a d'autres moyens d'accéder au contenu? On sait que cet algorithme-là, il fonctionne, il a des avantages et des inconvénients. Tout le monde ne va pas être d'accord avec. Est-ce qu'on a autre chose à côté pour essayer de faire passer les choses? Et voilà, le message que je voudrais porter, je pense, le truc qui est le plus important, c'est que si on veut arriver à s'en sortir, à se dépatouiller avec les fake news et compagnie, on a besoin d'une multiplicité d'acteurs, on a besoin de petits groupes de gens qui collaborent entre eux pour faire des choses, plutôt que d'un seul géant qui va tout décider, parce qu'à partir du moment où on a un seul géant, on n'a qu'une seule prise de décision, et quand on n'a qu'une seule prise de décision, forcément, ça ne va pas tout le monde. Juste Vas-y. Juste une petite chose pour rebondir, justement. On est tous d'accord, c'est vrai que l'importance qu'a compris les grosses plateformes, c'est vraiment inquiétant. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le revers de la médaille qui est déjà sur les grosses plateformes, les gens se parlent un peu entre eux dans des bulles? Parce que là, on n'a pas encore plus le risque qu'on se referme dans des cercles un peu petits qui se parlent entre eux. Après tout, c'était l'idée de Trump qui veut créer son propre média social pour que ceux qui l'aiment puissent se retrouver. Alors, oui et non. En fait, cet effet-là, il est à peu près cet effet-là, le fait qu'on va se réunir surtout entre gens qui ont des intérêts proches, qui ont les mêmes avis, etc. Il est à peu près omniprésent. C'est ce qui se passe quand on vient ici à cette soirée, c'est parce qu'on avait tous des intérêts à peu près communs là-dessus. C'est ce qu'on va retrouver en ligne, c'est qu'on va le retrouver partout. Donc oui, effectivement, si on fait des petites plateformes, on court un peu plus le risque on ait des gens qui soient surtout sur telle vision des choses. Nous, si vous venez sur Skepticon, vous aurez du contenu qui est orienté sur l'esprit critique, mais qui est assez homogène sur le message qui est porté, forcément. C'est fait pour ça. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer à quel point ce genre d'effet a lieu sur les très grosses plateformes. Et justement, un des effets principaux de ces algorithmes, dont le but est de vous faire rester le plus longtemps possible, c'est de vous mettre en avant des contenus qui vont vous plaire. Et donc, c'est d'augmenter considérablement cet effet-là. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, mais en faisant des petits groupes de gens motivés par les mêmes choses, on est beaucoup moins soumis à ce biais qu'en allant sur une plateforme où il y a tout le monde, mais où les gens ne se voient pas les uns les autres. Et on parlait de Twitter, du côté domination, écraser ses ennemis, tout ça. C'est quelque chose qui se produit pas non plus, dont les gens n'ont pas forcément énormément l'impression dans leur vie de tous les jours sur Twitter, parce que dans leur vie de tous les jours sur Twitter, ils vont parler avec la même petite dizaine de comptes, et ils vont, le jour où ils vont rencontrer les autres et il va y avoir un clash, et les deux groupes vont partir chacun de leur côté en ayant l'impression d'avoir écrasé l'autre, parce qu'ils ne vont pas suivre la suite de la discussion, parce que le mode de fonctionnement de ces plateformes, c'est aussi de nous isoler. Et on peut penser, alors il y a pas, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études scientifiques là-dessus sur le sujet, mais cet effet-là de réunion petit groupe, d'isolation, de ce qu'on appelle de chambre d'écho,
n'a pas beaucoup de risque d'être spécialement plus important avec un modèle comme celui-ci, qui est le modèle finalement de fonctionnement d'une société classique quand on se parle entre nous, entre voisins, dans la rue, tout ça. C'est le même modèle de fonctionnement, on est des petits groupes locaux, et puis de temps en temps, il y a des interactions avec les autres. Et on va pas résoudre tous les problèmes du monde, évidemment, mais on va pas, a priori, pas spécialement augmenter cela. Du coup, excuse-moi. Donc, à nouveau, ce que tu mets en lumière et ce qui est intéressant, c'est ces zones de friction. Utiliser ces outils-là pour travailler le consensus, travailler les espaces de dialogue. Alors, si vous avez déjà été piqué de curiosité pour voir les pages de dialogue derrière Wikipédia, à chaque article, vous avez des espaces de dialogue. Les gens ne sont pas très d'accord au démarrage, et au final, l'article existe. On est sur un consensus. Le contrepoint de ce truc-là, qui est un peu moins sympa, si vous prenez Google Maps et vous regardez une des zones de guerre actuellement, des guerres historiques ou des guerres très actuelles, la notion de zone de guerre est très subjective de l'endroit d'où vous faites appel à Google Maps. On ne verra pas la même cartographie de l'endroit où on est. Donc, on évite au maximum ces zones de consensus, ces zones de frottement. On essaie juste de vous rassurer en permanence sur le fait que vous et vos semblables soyez d'accord et voyez le même monde. Est-ce que tu avais des réactions peut-être? Oui, avec plaisir. Moi, je trouve qu'il faut interroger. On entend ou pas? Je ne sais pas si le micro fonctionne. Il faut interroger l'intérêt pour l'information, à mon avis. Moi, ce que je trouve formidable dans un Fab Lab, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire. On cherche à réussir quelque chose. Il y a un accomplissement et il y a un critère de réussite qui est je suis venu à bout, enfin, j'ai upcyclé telle matière première. Quand on est face à une information, face à la question d'information, en fait, pour moi, elle renvoie essentiellement à la question du statut. Et on est en permanence dans une recherche de domination sur la réalité grâce au jugement. Ah, c'est des salauds. Grâce à une sensation de confort parce qu'on a compris. Donc on se dit, j'aurais pu prévoir, je suis en maîtrise quelque part. Et ce qui se joue beaucoup dans les médias, c'est vraiment la toute-puissance, la recherche d'une toute-puissance. Et le concept même de fake news me paraît marqué par cette recherche de domination. On est une forme de Dieu comme ça qui dit ça c'est fake et ça c'est vrai. Et des fois les chiffres sont truqués indéniablement. Mais pourquoi? Enfin, moi j'ai une forme de sympathie pour les fake news que je peux justifier. Elles sont bien sûr dangereuses, des fois ça tue les fake news. Mais il y a un problème avec notre paysage médiatique establishment. Parce qu'il y a des tonnes de zones d'ombre, il y a plein de faits qui ne seront jamais documentés. Et parmi les gens qu'on accuse de complotisme ou de producteurs de fake news, il y a des gens qui veulent juste raconter ce qui se passe dans les abattoirs ou ce qui se passe au bois de Boulogne. Et cela, en fait, souvent, il y a une forme de musulman parce que c'est très embarrassant. Et je pense que le vrai levier dont on dispose tous, le super pouvoir dont on dispose tous pour s'émanciper de ces prisons dans lesquelles nous enferme tel ou tel réseau social ou algorithme, c'est d'être notre propre gardien et de nous habituer à avoir un bip qui s'active dans notre tête à chaque fois qu'on profère un jugement, le jugement ayant vocation à affirmer notre supériorité sur l'objet jugé ou la personne jugée. Donc par exemple, à chaque fois qu'on dit extrême droite, c'est une qualification infamante, stigmatisante, qui n'est pas du tout assumée par des gens qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Et ce mot, très loin d'être descriptif, est un mot qui dit « vous êtes les méchants, je suis bon ». Fake news, pareil, c'est pas bien la fake news. Donc en permanence, on mobilise dans notre discours. Et pour moi, le travail finalement à faire, c'est un travail sur soi. C'est un travail de reconnexion avec tout ce qui en nous trouve du charme aux fake news, trouve du charme aux mensonges, trouve du charme aux... Et en fait, dès lors qu'on se départit quelque part de notre goût du jugement, tout d'un coup, l'intérêt pour l'information s'effondre. Parce qu'en fait, l'information, c'est un truc très bizarre qui, en gros, permet de communier. C'est ça le sujet, je pense, de l'information, c'est communier, dominer. Et de communier autour de mythes, de récits partagés qui vont quelque part renforcer la cohésion de notre clan. On va comment dire, avoir un vrai plaisir à
partager une vidéo de discrimination supposée aux frontières de l'Ukraine parce que la couleur de peau, etc. Et là, il y a un kiff. Et c'est ça qu'on doit apprendre à sentir et à voir. Donc pour moi, le vrai travail, c'est un travail sur soi, de détection de sa propre perversité, de sa propre noirceur. Et dès lors qu'on fait ce travail, en fait, l'information, on trouve ça quasiment chelou, malsain. C'est quoi l'information? Est-ce qu'on est en train de régler un problème? C'est pourquoi on aurait besoin d'information? Non, on a besoin de participer à la réparation du monde. Ça fait sens. Mais juste s'informer, ça, j'y crois moyen. Alors, justement, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va communier, on va partager, on va se retrouver ensemble. Vous avez, dans le dos de chacune de vos sièges, un post-it d'une couleur qui va vous amener à discuter en petits groupes. Et ouais, je vois une team rose à peu près apparaître par là, une team bleue. Levez un peu pour vous retrouver là. Il y a les teams bleues, les teams roses, la team verte, la team jaune. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas de post-it. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas de post-it Team bleu. Ce que je vous propose. Ah. Est-ce qu'on a le droit à des commentaires avant? Mais l'enjeu là, soit c'est un point d'éclaircissement, soit c'est d'abord en équipe d'échanger sur ce que vous avez vécu, de façon à dire, nous, notre question qu'on voudrait poser, c'est celle-là. En fait, moi, c'est deux remarques par rapport aux intervenants. La première, c'était à Nathan. Tu nous as dit que tu n'étais pas là pour chanter, mais par exemple, quand Bobby McFerrin il arrive sur scène et il propose aux gens de chanter, il y a une communion qui se fait, et alors qu'on n'est pas du tout chanteur, etc. Du coup, il y a un phénomène en fait qui se passe d'entraînement qui peut être aussi positif. Et l'autre chose, c'était à Elsen, à la Quadrature du Cercle. Moi, je trouve ça étonnant parce que ta mère venait juste de parler de la question de la confiance et de l'enjeu de la confiance au sein de... Et du coup, je trouve ça bizarre, par exemple, d'avoir un pseudo et du coup de ne pas savoir en fait à qui on s'adresse. Et la question de l'identité, je trouve qu'elle est intéressante et elle rejoint en fait cette dernière remarque sur la question de qu'est-ce que je suis au sein de ce réseau, comment je la suis et quelle responsabilité j'ai en y participant. Je vais peut-être répondre très rapidement sur la question du pseudo. Si tu veux, je m'appelle aussi Sébastien Dufourmentel. Il n'y a pas de souci, tu peux me parler par mon civil, il n'y a pas de problème. Simplement, je viens avec mon pseudo parce que je suis plus connu sous mon pseudo que sous mon nom civil. Donc, c'est pas une histoire de confiance, enfin, je pense. C'est surtout, je pense que je vais rebondir sur ce que Nathan disait au tout début. C'est une question de comment tu te définis, et ça, c'est le nom que je me suis choisi, et c'est le nom que les gens connaissent. Et finalement, c'est quand même une question assez intéressante pour faire confiance aux gens. Est-ce qu'il vaut mieux un nom qu'on leur a imposé ou un nom qu'ils se sont donné? Et je suis pas sûr d'avoir de réponse personnellement. Et c'est exactement le genre de questions que vous allez pouvoir vous poser en petit groupe pour pouvoir dire, en fait, à nous, 4, 5, 6, c'est cette question-là qu'on veut poser aux intervenants. Ça vous va? Et ta mère n'est pas un pseudo. On a le droit de... Oui, et bien sûr, et ils sont là aussi pour naviguer entre les tables. Mettez-vous en groupe et on se retrouve dans 12 minutes. Alors, maintenant que les groupes sont revenus, est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur une question à poser? Une ou plusieurs? Qui a des questions à poser? Levez la main maintenant qu'on puisse identifier. Est-ce que vous avez une question? Ah, mais il y en a une question. Voilà. Oui, bonjour. L'exercice était assez compliqué en un minimum de temps. Néanmoins, alors du coup, les autres personnes jaunes peuvent compléter. Je retrouve plus. Il y a une personne jaune derrière moi. Nous, on s'interrogeait sur en fait la question du prisme que les algorithmes peuvent déterminer quand on interagit sur un réseau social, dans la mesure où finalement on gravite que autour de ses propres opinions, ça entretient un petit peu notre système de pensée, de valeurs, avec des articles, des informations qui reviennent par rapport à ce qu'on a cliqué, ce qu'on a
les informations sur lesquelles on a interagi. Mais finalement, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se décentrer, d'aller voir aussi le reste des informations qui ne sont pas en lien avec notre système de valeurs et avec les algorithmes qui ont été générés par notre interaction sur le réseau social. Donc c'est comment aussi, parce qu'il est intéressant finalement d'aller voir les théories complotistes pour voir, théories complotistes ou des courants peut-être d'extrême droite ou d'extrême gauche si on est d'extrême droite, enfin voilà, enfin voilà. Faire éclater les bulles, voilà, moi je trouve ça intéressant. Personnellement, d'un point de vue sociologique, d'aller voir des courants de pensée qui sont différents des miennes, même si j'y adhère pas. Voilà. C'était cette question, si tu veux compléter. Oui, c'était l'idée. Est-ce qu'on pouvait faire un système d'algorithme inverse pour avoir une espèce d'avocat du diable et se dire je vais regarder un peu ce que la société qui pense pas comme moi pense. Donc te créer des faux avatars à chaque fois en fonction. Pourquoi pas? C'est une manière de faire, mais c'est long. Mais je vous propose de prendre peut-être le tour des questions et on va essayer d'y répondre. Qui d'autre a des questions? Un autre groupe? Une autre main se lève dans l'audience? Oui, Anselme. Nous, on avait un peu une réflexion qui rejoint un peu l'idée de faire éclater les bulles. Et en fait, juste avoir, je ne sais pas, votre avis, si vous savez si c'est faisable, intéressant ou pas, enfin, on n'en sait trop rien, surtout dans des moments un peu où importants démocratiquement, comme celui, par exemple, là, des élections, où justement les bulles ont un rôle assez fort sur le fait qu'on clique sur un article ou une vidéo d'un candidat, d'un parti, et qu'après on va plus se faire que proposer ça, ce qui, par exemple au niveau de la pluralité démocratique, quand même, les parrainages là l'ont bien démontré, et en tout cas à mes yeux un vrai souci. Et je ne sais pas s'il y aurait comme c'est des boîtes privées souvent, je ne sais pas s'il y aurait un outil juridique qui est envisageable, qui a déjà été envisagé, si c'est réalisable ou pas, pour contrebalancer justement les algorithmes à ces moments-là particuliers, au moins, dans le but de faire justement éclater ces bulles et qu'on évite au moins un renfermement total sur ses propres idées. Ok, merci. Autre équipe ou pas, on peut commencer à répondre. Alors, chers amis, il est 9h moins 4, il se peut qu'on dépasse un petit peu. On a commencé avec un quart d'heure de retard. Je n'imposerai pas un quart d'heure de retard, mais il se peut qu'on dépasse un petit peu. Alors, qui veut répondre sur ces deux questions? Oui, Nathan. Enfin, vous aurez les trois la question, de toute façon. Alors, sur la question de est-ce qu'il existe un instrumental juridique là-dessus, à ma connaissance, non, et surtout, ce serait super problématique à mettre en place, parce que comment tu définis ça, comment tu fais en sorte que ça n'arrive pas à interdire certains contenus et en obliger d'autres, c'est quelque chose de particulièrement complexe. Alors je vais me battre pour prêcher pour ma paroisse, comme on dit, mais cette question de comment on fait éclater les bulles, si on a envie de les faire éclater, avec le modèle que je défends, c'est beaucoup plus facile. De la même manière que si tu es de gauche et que tu as envie de t'abonner au Figaro pour savoir si tu es à droite, tu peux, avec un modèle où tu as plein de petites plateformes où chacun a son point de vue qui est connu, et il suffit d'en identifier une ou deux qui propagent le message inverse et tu peux aller lire les vidéos là-bas. Ce qui est plus dur, évidemment, sur une plateforme comme YouTube. À ma connaissance, si tu veux arriver à faire éclater les bulles sur les grosses plateformes, c'est énormément de boulot. C'est possible, mais il faut vraiment s'accrocher pour le faire, se créer un compte séparé éventuellement. Tu as besoin de faire des efforts. Je ne crois pas qu'il existe, je ne connais pas en tout cas de solution simple pour arriver à ce modèle-là sur le modèle des grandes plateformes. Ok, merci. Ma religion, c'est Wikipédia. C'est très imparfait Wikipédia, mais il y a cette beauté de parties prenantes qui sont bien obligées de se mettre d'accord, qui négocient chaque virgule et qui, à la fin, ont produit un discours qui a acquis une certaine validité.
Et si Wikipédia existe, c'est parce qu'il y a un réel. Et que le réel, on peut l'observer, on peut tester la pertinence d'un modèle qui décrit le fonctionnement de ce réel. Et donc, ça rejoint vraiment, je pense, le travail des petits débrouillards ou l'éthique qui sous-tend un Fab Lab. C'est qu'en fait, dès lors qu'on oublie le réel, on est obligé d'être dans des bulles, quoi. Parce que le simple fait même de sélectionner des parties, des thématiques comme étant significatives, comme étant pertinentes, on est déjà quelque part dans une fake news. Le fait de choisir ça et de ne pas choisir ça comme objet de discours légitime, c'est déjà de la fake news pour moi. Et donc pour moi, il y a plein de choses très importantes dont on ne parle jamais. Et je considère que c'est une forme de fake news inversée ou je ne sais. Donc pour moi, on ne peut pas faire l'économie d'une transformation personnelle. Et tant qu'on a envie de déléguer à des outils le travail inconfortable d'interrogation de l'origine de ces croyances, de ses postures, de ses opinions, tant qu'on ne s'est pas dit « Tiens, c'est marrant, j'ai la même religion que mes parents. Ah, et puis c'est marrant, je suis de gauche comme mes parents, ou je suis très en révolte contre mes parents qui sont de gauche, donc moi, j'assume d'être de droite, ou au contraire. » Mais en fait, tant qu'on n'a pas examiné les bénéfices qu'on a à délirer comme on le fait, parce que pour moi, toute profération d'une parole qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'avoir une opinion, franchement, c'est pas intéressant. C'est donc une forme de délire. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, à un moment donné, se dit « Ah, ça va me faire du bien de dire « Oh, les enfoirés, je vais obtenir de la validation, je vais obtenir un shoot d'adrénaline, de dopamine, je vais me sentir un résistant, héroïque. » Tant qu'on n'a pas cette démarche d'introspection, de soupçon, et de se dire « C'est moi la bulle ». Depuis le début, même à travers le prénom qu'on m'a assigné, que je m'appelle Jean-Charles ou Mohamed ou Nathan, en fait, tout ça porte énormément de violence sociale, d'enfermement, d'assignation. Et moi, j'aime beaucoup les pseudos. Et c'est vrai que sur Peuplade, on avait ce parti pris qui nous était souvent reproché de dire notre vrai soi, c'est peut-être pas nos parents qui le connaissent. Donc, puisque l'individu, c'est quelque chose qui a vocation à être dans une forme d'authenticité, donnons à chacun l'opportunité de dire qui il a envie d'être pour les autres. Et il y a une vérité énorme. Et moi, je voyais beaucoup de gens qui avaient pâti tout au long de leur vie d'un Jean-Charles ou Charles-Édouard, et ils s'appelaient Gus, ils s'appelaient Zen, et des noms comme ça, ou des gens aussi qui s'appelaient d'un prénom qui marquait une appartenance communautaire religieuse, tout d'un coup ils s'appelaient Oiseau Bleu ou Chat Noir. Et la liberté, elle est là, dans l'invention et dans la réparation d'un monde qui est à l'origine de toutes ces bulles, parce que en fait on hérite d'un monde où il y a les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les seniors. Tous ces mots-là sont super toxiques en fait. Et c'est ça aussi le sujet, et c'est pour ça aussi que j'ai cette aversion pour l'information, parce qu'elle me paraît dans sa pseudo-neutralité tout à fait suspecte. Et je préfère quand les gens disent ce qu'ils veulent. Voilà, quand les gens disent ce qu'ils cherchent à obtenir. Merci d'ouvrir pour une prochaine réflexion autour des avatars, qui sera probablement un prochain Bar des Sciences. Émeric. Donc sur cette question, en fait, je me suis toujours demandé si les bulles étaient plus fortes sur Internet que dans la vie réelle. Et j'ai un peu ce biais d'essayer de tout vouloir mesurer, donc ça, j'ai aucune idée de comment on pourrait le mesurer effectivement. Et moi, mon impression, c'est quand même qu'elles le sont moins. On a plus de facilité quand on est au dîner de Noël d'éviter le cousin de la grand-mère, on sait très bien qui vote Marine Le Pen, on ne va pas lui parler pendant le dîner. Alors que sur les réseaux, c'est quand même plus, on va plus au final être exposé à un tout petit peu d'une opinion inverse. Donc je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, mon sentiment personnel, c'est que les bulles sont plus fortes à la limite dans la vie réelle que ce qu'on peut retrouver parfois dans les réseaux sociaux. Ok. Merci. On arrive tranquillement vers un atterrissage. Je voulais vous donner, à moins qu'il y ait une prise de parole vraiment, quelqu'un a envie de s'exprimer, le moment est possible aussi. Hein. S'il y avait des... S'il y a des groupes, oui. Ah. Allez-y. Je la reformule juste dans ma tête. Est-ce que vous parliez de liberté d'Internet? Est-ce que
En vrai, si on veut si on veut prendre le choix, enfin si on veut faire le choix d'être sur Facebook ou sur Gmail, ça nous concerne et c'est nous qui faisons ce choix-là. Est-ce que vous partez du principe que les gens sont bêtes et influençables et que du coup il faut structurer Internet pour que on puisse protéger des personnes, ou est-ce qu'au final tout le monde fait ce qu'il veut et du coup ça peut aussi entraîner d'autres problèmes? Alors, y a-t-il une réponse simple entre monde libertaire ou un monde anarchique? Ouais. On est sur l'essence d'Internet. Est-ce que Non, mais c'est pas une question vraiment de décider si les gens sont idiots et ne peuvent pas faire leur propre choix. Mais il y a quand même un phénomène d'addiction qui est extrêmement fort, qui a été démontré souvent. C'est-à-dire que les gens, plus ils vont sur Facebook, plus ils y retournent, et plus ils s'habituent. Il y a un phénomène d'addiction donc qui a une composante qui est pas tout à fait rationnelle et purement du ressort de l'individu. Donc ces phénomènes d'addiction sont durs on a du mal à lutter, et du coup il peut y avoir des petits coups de pouce qui aident. C'est mon opinion personnelle. Moi, je dirais que on a un intérêt très fort à s'envisager comme un genre de petit esclave de différents clans qui vont nous assigner le fait de ne pas avoir de brushing parce que c'est pas nous. Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi ici dans cette salle personne n'a des cheveux vraiment brochés de manière un peu systématique en mode L'Oréal? Pourquoi ils me regardent de loin? Et en fait, sur un plan capillaire, on dit très fort ce qu'on est. Et si on prend par exemple la violence intrafamiliale, en gros, on est vraiment programmé pour être prêt à assumer n'importe quelle maltraitance tant qu'on n'est pas exclu de notre clan. C'est ça notre équation personnelle, c'est ne pas être exclu. Donc la peur de l'exclusion, elle est à la racine de presque tous les comportements et de toutes les émotions et de toutes les opinions. Les gens ont la voix qui chevrotte quand ils prennent la parole en public parce qu'ils sont face à un genre de clan un peu archaïque et tout d'un coup ils se disent « je pourrais être exclu », leur cœur bat la chamade, etc. Une émotion qu'ils n'ont pas quand ils fument leur 3e paquet de clopes de la journée. Donc il y a un dysfonctionnement interne qui est qu'on ne veut pas être exclu. Et cette aversion pour l'exclusion nous conduit à une malhonnêteté intellectuelle à peu près systématique, et notamment à utiliser des mots ou à se poser même des questions, à investir des questions qui en fait ne sont pas vraiment les nôtres. C'est pour moi la racine finalement des fake news, des problèmes d'algorithmes, d'addiction, etc. C'est le fait qu'on se soit très très peu rencontrés. Et moi je trouve que ce serait intéressant que un jour je me dise tiens, pourquoi j'interviens volontiers quand on m'invite à participer. Et je suis très heureux ce soir d'être là, donc merci en notre nom, je crois qu'on peut dire au Fab Lab et au Petit Débrouillard. Pourquoi on intervient? Ce serait intéressant de savoir. C'est quoi mon sujet? Je veux montrer de quoi je suis capable, je veux écouter, je veux me transformer. Tant qu'on ne sait pas, je suis quelque part toxique à ma manière, socialement, parce que je n'ai pas divulgué mon intérêt. Je n'ai pas fait le disclaimer qui dit « moi, je suis venu pour faire valoir ça ». Et vraiment, la réponse, à mon sens, c'est le réel, la mesure. La mesure, c'est une pratique merveilleuse parce que quand on veut mesurer un truc, on est obligé d'être attentif, on est obligé d'être un observateur qui est vraiment focalisé sur des faits ou des choses qui se mesurent. Donc pour moi, la mesure est un des outils les plus puissants dont on dispose pour arrêter le délire et arrêter de se faire plaisir à se raconter qu'on est ceci ou cela et vraiment rencontrer du réel dans sa résistance. Alors, il y avait 2 groupes qui n'avaient pas encore posé leurs questions. Est-ce que vous souhaitez les poser ou pas Tu peux répondre aussi. Alors, je vais juste essayer de répondre aussi à ma façon à ta question. Je pense personnellement que les gens ne sont pas bêtes, clairement. Par contre, les gens sont manipulables. On est tous manipulables parce qu'on est des animaux sociaux et que le retour de ce que les autres gens nous renvoient est quelque chose d'important. Et si les gens sont beaucoup sur Facebook, par exemple, c'est parce que ça a un coût important de ne pas être sur Facebook. Tu vois, par exemple, moi je ne suis pas sur WhatsApp, je ne vois pas les photos de mes petits neveux parce que ma famille ne les envoie que là. Ça a un coût.
Et c'est quelque chose d'assez important à prendre en compte si on veut construire le truc. Et je pense qu'un truc important à dire à propos d'Internet, c'est de regarder la façon dont Internet ça fonctionne, la façon dont Internet est conçu. C'est que Internet est un outil qui est symétrique, qui te donne l'accès à l'information, mais qui te donne aussi la possibilité d'émettre ta propre information, qui est quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là, puisque dans tous les médias de masse précédents, la télévision, la radio, l'imprimerie, tout ça, il y avait une dissymétrie énorme entre les gens qui avaient la possibilité d'émettre des choses et les gens qui ne pouvaient que recevoir, qui était la grande majorité. Et donc, Internet nous apporte la possibilité de changer à ce niveau-là, mais il faut la saisir, cette opportunité. C'est-à-dire que si on va sur Internet juste pour s'abonner au site des journaux auxquels on était déjà abonné en format papier, ça ne change rien. Donc, on a un outil qui nous permet de construire une société différemment. Maintenant, il faut qu'on s'en serve. Merci. Merci. Alors, je voulais juste vous présenter les quelques livres qui nous ont aidés à la préparation, parce que des fois, on lit des bouquins. Dominique Cardon. Oui, Dominique Cardon, sociologue du numérique. Alors, un des trucs hyper faciles qu'il avait écrit, c'est « À quoi rêvent les algorithmes ?» Un vieux bouquin. En fait, comment est-ce que cette somme de formules mathématiques peut orienter des choix du groupe. Les ingénieurs du chaos, on en a parlé un peu en creux. Comment est-ce que finalement les réseaux sociaux peuvent orienter, surtout dans des périodes électorales. On a parlé du Brexit, on a parlé de Trump, mais aussi Bolsonaro, mais aussi d'autres choix. Donc c'est assez bien illustré. Le monde selon Zuckerberg. Alors Olivier devait être là et s'excuse fortement et ça aurait été super et on va tout faire pour qu'il revienne. Le monde selon Zuckerberg. Et enfin Toxidata qui est sorti juste il y a 2 jours d'un laboratoire à Paris 6, justement, où il modélise ces phénomènes de bulles et d'organisation de l'information sur un réseau social. Continuons à discuter entre nous, maintenant, dans un bar ou au prochain bar des sciences. Merci à tout le monde. Merci.